C'est le petit déj de l'actu sur Sud Radio avec Philippe Charlez, expert en questions énergétiques et auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale aux éditions Jacques-Marie Lafon. Bonjour Philippe Charlez. Bonjour. Bonjour Philippe Charlez et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, effectivement pour parler de cette réouverture donc temporaire de la centrale à charbon de Saint-Avold du côté de la Moselle. Vous l'avez entendu sur notre question du jour qu'on pose sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Eh bien, la majorité de nos auditeurs qui ont voté, qui disent qu'ils sont contre, donc ils s'inquiètent un petit peu de cette réouverture. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors je vais dire que c'est complètement un épiphénomène puisque Saint-Avold, d'abord Saint-Avold c'est pas que du charbon, puisque sur les 1,5 gigawatts il y en a 0,9 de gaz, donc ils sont pas tellement concernés par le débat, et 0,6 de charbon, donc 0,6 gigawatts c'est même pas la moitié d'un réacteur nucléaire. Donc je dirais que c'est presque un non-sujet qu'on a un petit peu monté en épingle. Alors bon, ça peut apporter un petit peu d'électricité en cas de demande de pointe, l'hiver. Donc ce que je vais dire, c'est que c'est pas un mal, mais ça n'apportera pas grand-chose par rapport à la crise énergétique actuelle. Alors comment expliquer, Philippe Charlez, qu'on en ait tant besoin finalement de la réouverture temporaire de cette centrale, notamment à charbon en tout cas, vous le disiez? Alors, on peut en avoir besoin tout simplement parce qu'on a aujourd'hui 26 réacteurs nucléaires qui sont arrêtés. Alors, ils sont arrêtés pour l'instant, il y en a un certain nombre qui vont être redémarrés. Et donc, ça peut être un appoint intéressant. Mais si les 25 gigawatts de nucléaire restaient arrêtés et qu'on n'avait pas de gaz pour remplir les 18 de gaz, encore une fois, c'est pas les 0,6 de Saint-Avold qui changeront grand-chose. Donc, si vous voulez, pour moi, encore une fois, ça apporte un petit peu, mais ça apportera pas grand-chose et en tout cas, ça ne résoudra en rien la crise actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, si on vous suit bien, quand on parle d'une réouverture temporaire, on a une idée un petit peu combien de temps, parce qu'elle devait fermer cette année cette centrale. On a une idée un petit peu de combien de temps, parce que je crois qu'ils vont leur proposer aux ouvriers des CDD. On sait pour combien de temps ça va rouvrir ? Ce sera en cas de pic, donc c'est-à-dire les pics l'hiver, c'est essentiellement tôt le matin et vers 19h. Donc à ce moment-là, on peut pratiquement pas compter sur les renouvelables, pas du tout sur le solaire, puisque l'hiver il n'y a pas de soleil à cette heure-là. On a généralement des anticyclones polaires qui se caractérise par une absence de vent. Donc ça veut dire que le charbon de Saint-Avold peut intervenir plutôt tôt le matin et tard le soir. Ouais. Donc c'est-à-dire quelques heures par jour pour quelques jours par an pendant l'hiver. Donc à la fois c'est très petit et ça sera utilisé normalement marginalement. Donc je vous dis, pour moi c'est presque un non-sujet. Ouais. Philippe Charlez, contrairement aux énergies fossiles, les énergies renouvelables, elles sont pas pilotables et elles sont peu concentrées, donc elles sont partout sur le territoire. Est-ce qu'un modèle 100% énergie renouvelable est crédible ? Non, il n'est pas crédible du tout. Alors c'est dommage que votre invité, député des ELV n'est pas là. Parce qu'on on va l'expliquer justement les coulisses de Sud Radio. On devait avoir une députée Europe Écologie Les Verts, sauf qu'effectivement les débats à l'Assemblée nationale sont terminés autour de 4h du matin. Alors, on la comprend. Donc elle ne pouvait pas être là ce matin. J'imagine qu'elle doit être en train de dormir. Voilà. Vous savez. Alors, 100%, donc pour revenir à votre question, non, 100% renouvelable, quand vous savez il y a du soleil 12% du temps, du vent à terre onshore environ 22% du temps et offshore 40% du temps. Vous faites le ratio. Est-ce que notre société est prête à accepter de l'électricité moins de la moitié du temps? Non. Donc c'est-à-dire que je n'ai rien contre les renouvelables, bien au contraire. Je dis toujours que les renouvelables ont besoin d'un ami pilotable pour intervenir quand les renouvelables ne sont pas opérationnels, parce que non seulement les renouvelables sont intermittents, mais en plus les intermittents sont rarement en phase avec la demande. En hiver, tôt le matin, il n'y a pas de soleil, et tard le soir, il n'y a pas de soleil, disons vers 7h le soir, il n'y a pas de soleil, et c'est à ce moment-là que la demande
demande est forte, donc ce qui signifie que les renouvelables ont absolument besoin d'un ami pilotable, et il y a 3 amis pilotables possibles, le gaz, le charbon ou le nucléaire. Le charbon, on veut l'éviter pour les raisons climatiques. Le gaz, qui était un substitut, on va dire, temporaire du charbon, puisqu'il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, aujourd'hui on est face à un problème plus géopolitique que technique, mais enfin il est là. Et donc il nous reste fort heureusement en France le nucléaire. Et c'est vrai que si on avait davantage investi depuis une vingtaine d'années dans le nucléaire, on aurait probablement moins de problèmes de maintenance aujourd'hui et probablement moins d'inquiétudes pour cet hiver. Voilà. Philippe Charlez, on continue ce débat avec nos auditeurs Sud Radio qui nous appellent au 0826 300 300. Oui, n'hésitez pas à nous appeler, le standard vous attend. On reçoit Baptiste de Boulogne-Billancourt. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, Alors Baptiste, pour vous, c'est un mal pour un bien. Racontez-nous pourquoi. Non, mais pas exactement. En fait, on m'a demandé de me positionner très abruptement sur la question. Donc évidemment, si on l'a fait redémarrer, c'est que j'imagine qu'il y a un besoin de produire de l'électricité et que votre invité disait à l'instant, si on avait investi dans le nucléaire ces 20 dernières années, on n'en serait pas là. Mais j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'on a fait et qu'on a la perte, puisque si on prend le EPR, on est sur une vingtaine d'années de développement, ça ne fonctionne toujours pas. On a multiplié le prix quasiment par 10, ça devait coûter 2 à 3 milliards d'euros, on est au-delà des 20 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on a la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc je pense qu'il faut peut-être tenter une autre, j'ai envie de dire, peut-être tenter une autre solution, puisque le nucléaire, manifestement, ça fonctionne pas, d'autant plus que tous les autres pays européens qui ont développé les énergies renouvelables s'en sortent beaucoup plus que nous. Merci beaucoup. Notamment le cas des pays du Nord. Merci beaucoup Baptiste. On va faire rebondir justement, réagir Philippe Charlez sur cette question-là, qui parlait du nucléaire, de l'importance du nucléaire. Peut-être qu'on n'a pas assez investi. En tout cas, l'Assemblée nationale a voté cette nuit la renationalisation d'EDF avec une enveloppe de 9,7 milliards d'euros. Et l'idée, en fait, de renationaliser pour investir davantage dans le nucléaire, ça veut dire qu'en tout cas, peut-être qu'on s'est trompé là-dessus, que ces dernières années, ça n'a pas été assez le cas. Clairement. Alors, d'abord pour réagir à l'intervention de votre auditeur. De Baptiste qui disait que le taux nucléaire, pour lui, c'était pas trop... Le nucléaire, c'était pas ça, et que les pays qui avaient développé les renouvelables, notamment dans les pays du Nord, s'en sortaient le mieux. Alors, il faut se méfier, parce que dans les pays du Nord, un pays comme la Suède, qui c'est vrai, on le qualifie souvent, il a 60 ou 70% de renouvelables, mais dans les 70% de renouvelables, il y a 60% d'hydroélectricité. Alors l'hydroélectricité est un renouvelable qu'on ne classe pas vraiment dans les renouvelables actuels, qui font plus appel au solaire et à l'éolien, qui sont les renouvelables intermittents. Par contre, un pays comme l'Allemagne, qui a fait le choix délibéré des renouvelables intermittents et de supprimer le nucléaire, se trouve aujourd'hui dans une situation bien pire que l'Allemagne, et là va devoir se tourner massivement vers le charbon. Alors on ne parle pas de un petit Saint-Avold, mais on parle de 15 à 20 réouvertures de centrales à charbon pour essayer, et ils n'y arriveront probablement pas, de combler le manque de gaz, parce que, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous n'avez plus de charbon et que vous voulez plus de nucléaire, vous avez besoin du gaz comme supplétif aux renouvelables. Alors en ce qui concerne les investissements dans le nucléaire, je crois qu'il faut bien différencier les investissements dans l'EPR de Flamanville. Oui, parce que Baptiste parlait de l'EPR, effectivement, qui a été un gouffre financier. Qui est un gouffre financier qui a pris pratiquement 10 ans de retard dans sa construction. Et il faut savoir que ce retard, il est imputable à 2 causes principales. La première, c'est d'abord je ne vais pas dire un excès, mais un accroissement extrêmement important des normes, notamment suite à Fukushima et suite à Tchernobyl. Alors bien évidemment, les normes, on peut pas, je vais pas critiquer les normes, mais en fait, quand on rajoute des normes, notamment en cours de construction, bien évidemment, vous imaginez que vous construisez une maison et qu'on vous donne de nouvelles normes en termes d'électricité, en termes de plomberie, bien évidemment, votre projet va prendre beaucoup de retard. La deuxième chose, et là c'est beaucoup plus important, c'est que on n'a plus construit de centrales nucléaires pratiquement depuis la dernière centrale nucléaire est sortie de terre en 2002, je crois. C'est qu'on a perdu énormément de compétences dans le nucléaire.
au niveau des ingénieurs, mais surtout au niveau des soudeurs. C'est très difficile aujourd'hui de trouver des soudeurs. Et d'ailleurs, c'est vraiment une profession d'avenir si on se relance dans la construction de centrales nucléaires. Et donc, ce manque de compétences se ressent aujourd'hui. Et donc, je maintiens que le manque d'investissement dans le nucléaire depuis une vingtaine d'années, notamment sous la pression des Verts, a fait que aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, d'arriver à construire les centrales comme on l'avait fait au cours des années 70, avec moins de normes et plus de compétences. Plus de normes, et puis il va falloir former du coup des soudeurs, à vous entendre, Philippe Charlez. Soudeurs et ingénieurs, mais quand on s'adresse aux gens d'EDF qui connaissent bien le sujet, il y a un manque crucial de soudeurs, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit de former des bons soudeurs. C'est extrêmement rare et ça se paye très cher. Et des vocations du coup pour les jeunes peut-être qui nous écoutent, ou les parents qui veulent trouver des débouchés pour leurs jeunes, des formations. Philippe Charlez, je rappelle que vous êtes expert en questions énergétiques, alors forcément la question logique, c'est quid de l'urgence environnementale qui nécessite selon les constats clairement des prises de position beaucoup plus drastiques pour sauver la planète et nous sauver nous-mêmes. Oui, alors là, ça c'est un débat sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de mettre en balance la croissance et le développement versus l'environnement. Et on a en fait des positions qui sont parfois extrêmes. Donc disons que moi je reste un défenseur inconditionnel du développement humain. Il faut quand même toujours refaire un petit feedback historique et voir que l'énergie, c'est quand même quelque chose qui nous a permis d'évoluer, de faire évoluer considérablement nos sociétés, d'accroître l'espérance de vie. L'énergie, c'est l'hôpital, l'énergie, c'est l'école, c'est l'éducation. L'énergie, elle est partout. Et donc, en fait, la grosse question, c'est d'arriver à concilier croissance, énergie et climat. D'ailleurs, j'ai publié un livre qui s'intitulait Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est une équation impossible. Donc, comment arriver à marier croissance, énergie et climat? Alors, il y en a certains qui disent moi j'hypertrophie le pilier climat et les deux autres finalement sont accessoires. Ça n'est pas nécessairement ma position. C'est la raison pour laquelle je pense que notre société de croissance est tout à fait optimisable et que nous pouvons en fait, sans renoncer à la croissance économique et au développement, faire une utilisation beaucoup plus optimisée de l'énergie que l'on consomme. Je prendrai un seul exemple, c'est dans le tertiaire, donc tout ce qui est à la fois administration, entreprise, bureau, c'est occupé 20% du temps physiquement et c'est énergétisé 80% du temps. Donc vous vous rendez compte, donc ça c'est tout simplement toutes les boutiques qui sont allumées, les tours à la Défense qui sont allumées toute la nuit. Ce sont des économies d'énergie considérables et qui ne nuiront pas à la croissance puisque quand les gens ne sont pas au bureau, ils ne produisent pas de richesse. Et alors on a appris, Philippe Charlez, là ce matin aussi, que la ministre des Sports réfléchissait à faire en sorte qu'on n'ait plus d'événements sportifs le soir, notamment dans les stades, pour faire des économies d'énergie. Ça aussi, ça va faire beaucoup réagir sans doute, mais ça va dans votre sens. Philippe Charlez, vous restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, et puis avec nos auditeurs, bien sûr, vous voulez réagir sur cette question. Un numéro 0826 300 300. Et puis n'oubliez pas, le thème de ce débat, c'est le redémarrage de la centrale de charbon de Saint-Avold. Est-ce un mal nécessaire malgré l'urgence climatique? On se pose la question et on revient tout de suite sur Sud Radio. Il est 9h17. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Nous deux, on est très amis, non? Oui. On est presque comme une famille. Bah oui, pourquoi? Tu sais bien que je t'adore. Ok. Donc on peut se prendre 2 boîtes de 8 cônes glacés extrêmes, format familial. Non, parce que pour une achetée, t'as 68% de réduction sur la deuxième. Moins 68%? Alors là, pas de problème, je t'adopte. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 26 juillet au 8 août, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Oh là là, vous avez vu ces températures? Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim. Et regardez votre pare-brise, vous voyez un impact? Avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes c'est réparé. Et en ce moment, 1 an d'abonnement à l'appli Coyote, c'est offert. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur carglass.fr. Alors profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 6 août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Si on vous dit que chez Decathlon, on vend des canoës et kayaks, vous allez nous dire « Ouais, enfin, se trimballer un kayak partout en vacances, non merci !» Et on vous répondra qu'on a spécialement conçu un canoë-kayak gonflable qui se transporte dans un sac à dos. Pour un été sans limite, cette semaine, profitez de 50 € de réduction sur le canoë-kayak jaune gonflable 2 places Iti8, soit 300 € au lieu de 350. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Narbonne 104.7. Sud Radio. Valérie et Marc habitent à Fluy. Un village idyllique, couvert par la 4G. Arrête, ils vont tous venir après. Et ils partent à la mer où ils auront la 5G. Plus précisément à... Marc, mais tu veux que toute la France nous rejoigne ou quoi? Oups. Ce n'est pas un secret. Le réseau mobile numéro 1 est chez Orange. Orange. Réseau mobile numéro 1 selon l'enquête Arcep de novembre 2021. 4G 5G avec offre et équipement compatible uniquement en zone couverte. Couverture détaillée et différenciée sur réseau.orange.fr. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. 9h20 sur Sud Radio, le débat continue. Le redémarrage de la centrale de charbon de Saint-Avold en Moselle a été validé par le ministère de la Transition énergétique. Est-ce que c'est un mal nécessaire malgré l'urgence climatique que nous connaissons tous? On en parle avec Philippe Charlez, expert en questions énergétiques et auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale aux éditions Jacques-Marie Lafon. Philippe Charlez qui est toujours avec nous et un auditeur aussi qui est avec nous au standard au 0826 300 300, c'est Béranger. Bonjour. Bonjour Sud Radio. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, alors vous êtes plutôt contre la rouverture de cette centrale, c'est ça ? Oui, plutôt contre, parce que même si, comme l'a dit Philippe Charlez, la proportion de charbon est tout à fait symbolique dans le bouquet énergétique français, justement la symbolique est importante. C'est-à-dire que quand on réouvre une centrale à charbon, alors que l'on demande aux gens en même temps de passer du moteur thermique à l'électricité, on voit bien que les dirigeants qui sont des gugus, je veux dire, ils n'ont aucune vision sur le long terme, n'ont absolument pas anticipé la crise énergétique, parce qu'on a vécu avec du pétrole pas cher depuis 3 ou 4 décennies, mais cette époque-là elle est en train de se terminer. Et là on arrive avec toutes les conséquences que ça va avoir à la fin de la mondialisation. En tout cas, la fin de la mondialisation. On avait déjà eu le choc pétrolier les années 70 à 2 reprises aussi. Oui, sur le prix de l'essence, mais effectivement là on commence à atteindre des niveaux assez démentiels. Ouais. Tout à fait, en repartant dans les années, au début des années 80 avec des tarifs assez raisonnables, je veux dire. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était quand même, il faut que les gens se rendent compte en fait que quand on dépasse des bagnoles, alors moi je suis obligé j'habite à la campagne, je suis en Dordogne dans une zone très rurale, je suis obligé, malgré moi d'utiliser ma voiture pour travailler, pour vivre, pour emmener mes enfants à l'école. Il faut bien que les gens se rendent compte que quand on déplace 1 tonne de ferraille ou 1 tonne 5 pour faire le moindre mouvement pour tout ce que je viens de dire ou d'autres choses, ça consomme une énergie complètement dingue. Autant à la construction, et là il faut faire le bilan d'énergie grise, votre invité en parlera peut-être, mais des véhicules qu'à la consommation, qu'à l'usage et au recyclage éventuel de tous ces moyens de transport, toutes ces voitures individuelles qu'on a mis en place. En réalité, on vit la société de consommation. Alors, j'aime pas faire de politique, après chacun l'interprète comme il veut, mais le système économique dans lequel on est, certains l'appellent capitalisme, moi je m'en fiche, je veux pas rentrer là-dedans, mais ce système économique-là est totalement sur le moyen ou le long terme suicidaire. Il est totalement suicidaire. Et les gens, quand on va réouvrir la centrale à charbon, ou si bientôt il y a des manques d'électricité, alors moi j'aimerais qu'il y ait des manques d'électricité régulièrement maintenant dans les mois à venir, dans les années à venir, parce que les gens se retourneraient aussi vers les responsables, qui n'ont rien vu venir, qui n'ont rien prévu, qui n'ont rien anticipé, et qui sont globalement des incapables, il faut quand même le dire. Eh ben en tout cas, la chose est dite. Béranger, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Sud Radio. On va faire réagir à vos propos Philippe Charlez. Tout d'abord sur la question, vous l'avez entendu Philippe Charlez, les propos de Béranger qui parlent de... Voilà, le symbole est important quand même. Rouvrir, même temporairement, une centrale à charbon, le symbole est là. Voilà. Et puis sur la question du système économique aussi. Alors il a raison, le symbole est là, et donc quand je disais que c'était relativement marginal,
sur le plan symbolique, ça ne l'est pas. Alors maintenant, il faut quand même se replacer dans un contexte particulier. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, alors est-ce que nos dirigeants devaient prévoir la crise énergétique d'Ukraine ou pas? Ça, je ne vais pas m'avancer sur le sujet, ça sort de mon expertise. Mais disons que globalement, c'est quand même, on va dire, situation exceptionnelle appelée par situation exceptionnelle. Je ne crois pas qu'on aurait réouvert la centrale à charbon de Saint-Avold. C'était pas prévu de toute façon. Marginal facilité s'il n'y avait pas eu ce problème. Maintenant, encore une fois, si on veut comparer à bien pire, encore une fois, c'est notre voisin allemand qui lui va être amené à réouvrir pratiquement une vingtaine de centrales à charbon si les Allemands veulent passer un hiver acceptable. Tout simplement parce qu'ils ont fait le choix du gaz pour remplacer le charbon et non pas le choix de ne pas sortir du nucléaire. Maintenant, en ce qui concerne le système économique, oui, il a raison. Alors je partage à moitié ce qu'il a dit. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, plutôt que de faire de la sobriété imposée, comme il le disait vis-à-vis de Blackout, comme ça les gens se rendront compte, moi je préfère plutôt ce que je vous avais dit, donc c'est-à-dire de l'optimisation choisie que de la sobriété imposée. C'est beaucoup plus positif et c'est beaucoup plus performant pour les sociétés humaines. Encore une fois, nous sommes dans une société, je le reconnais tout à fait, de gaspillage, mais aussi dans une société qui nous a amené à un niveau de développement très élevé. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Et le développement, c'est comme l'énergie, c'est quand même très précieux. Merci beaucoup en tout cas Philippe Charlès d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, fidèle au poste, et puis merci aussi à l'ensemble des auditeurs qui ont accepté de débattre, notamment Baptiste et Béranger. Bonne journée à vous Philippe Charlès.